Bienvenue dans ce nouveau numéro de Coup de pouce pour la planète. Chaque semaine sur TV5 Monde, Coup de pouce pour la planète, c'est l'actualité du développement durable, notre façon à nous de donner la parole à ceux qui s'engagent pour la sauvegarde de la planète. On regarde le sommaire de l'émission et on se retrouve juste après. Il est possible de jouer des tubes sans forcément en faire. Rencontre avec des luthiers urbains, ils improvisent sur des tambours de machines à laver et font swinger les tuyaux. Quand les stars du showbiz se la jouent verte, il est permis de voir rouge. Séquence éco-gestes, les meilleurs conseils pour injecter un peu de chlorophylle dans le gris de nos villes. Les médecins de la Terre, deuxième épisode, où l'on découvre les méthodes de travail de Lydia et Claude Bourguignon. Voilà pour le menu et l'invité de la semaine s'appelle Gadveil. Bonjour Gadveil. Bonjour. Homme de culture et d'art, vous avez été aussi l'un des fondateurs de l'ONG Action internationale contre la faim. Vous avez dirigé pendant 12 ans le Carnaval de Nice. Concepteur, producteur d'événements grand public, on vous doit les expositions Train Capital, Champ d'aviation sur les Champs-Élysées et vous vous présentez comme un créateur d'art de rue. Une rue, c'est des grandes rues, hein, parce que ça prend de la place, c'est de l'art d'avenue plutôt. Oui, en tout cas pour les Champs-Élysées, vous avez raison, mais l'art de rue peut aussi aller place sur Sternberg, la plus petite place de Paris, peut aller dans n'importe quelle rue, dans n'importe quelle ville de par le monde. En tout cas, c'est l'espace public avec le ciel au-dessus de la tête. Et vous êtes notre invité parce que vous allez une nouvelle fois transformer les Champs-Élysées. La Nature Capitale, c'est le nom de cette immense opération qui va se dérouler du 22 au 24 mai prochain. Alors on va regarder les images, tout est déjà prêt. Les Champs-Élysées vont devenir un immense jardin. 650 arbres sont déjà prêts à être installés. Ils accompagneront 8000 parcelles végétales. Coup d'envoi donc au soir du 22 mai, journée mondiale de la biodiversité. Il faut quand même qu'on le dise. Vous dites que c'est une façon de donner la parole aux professionnels qui façonnent les terres de France, qu'il s'agit aussi de symboliser cette fameuse biodiversité. C'est très ambitieux comme projet. Non, c'est pas ambitieux, c'est même assez simple en fait, presque sobre, même si l'espace est assez grand sur les Champs-Élysées. C'est une façon de rappeler à tous mes concitoyens, à tous nos contemporains, que la nature, elle nous appartient, que c'est un bien commun, et que nous traversons la France et que nous voyons surtout des paysages végétaux, des champs, des bois, des forêts, et tous les acteurs humains, les agriculteurs, les paysans, les forestiers, les pépiniéristes, qui sont ces hommes que nous ne connaissons pas, ces femmes que nous ne voyons que de temps en temps par l'actualité, nous les avons invités à devenir les acteurs de notre mise en scène pour rappeler que nous sommes tous, non pas des enfants de la ruralité, mais des amoureux de la ruralité, et surtout des amoureux de cette nature dans laquelle nous ne sommes que de passage. Alors, la Nature Capitale, c'est aussi une façon de fêter un anniversaire. Hein. C'était il y a 20 ans et ça s'appelait la Grande Moisson. Les Champs-Élysées étaient à l'époque transformés en immenses champs de blé, 1,5 hectare environ, moissonnés dans les règles de l'art par des moissonneuses-batteuses. Manifestation à l'initiative du Centre national des jeunes agriculteurs et que vous avez produit déjà à l'époque. Quel était le propos à ce moment-là? À l'époque, c'était à l'envers. C'est le syndicat des jeunes agriculteurs qui nous avait appelé, Dominique Venu, qui est un garçon qui avait fait la mise en scène de la moisson et que je produisais, pour que nous fassions un événement. En fait, c'était pour 89, c'était pour le bicentenaire de la Révolution, pour rappeler à tous que la Révolution était née de la disette, du manque du pain, et que le pain, c'est le fruit, c'est le travail des hommes qui font du blé qui permet d'avoir du pain. Mais comme nous n'avions pas réussi à le monter pour 89, avec Dominique, avec les jeunes agriculteurs, nous avions pris la décision de le reporter d'un an, et nous avons vécu seuls dans cette année 90, qui n'était plus une année de bicentenaire, et qui a, je crois, créé un souvenir extraordinaire pour tous les Français. La Grande Moisson est devenue le symbole de ce qu'on pourrait appeler l'événement de rue pour sa création seule. C'est-à-dire non plus une commémoration, non plus la célébration de quelque chose, mais une création en soi. Et là, la Nature Capitale, le message est un peu plus élargi, c'est ça? La Nature Capitale est un mode à l'envers, où je suis parti, moi, d'une création que je souhaitais porter, pour laquelle j'ai appelé une plasticienne qui s'appelle Laurence Medioni, et nous sommes allés chercher les acteurs. Et comme nous voulions raconter tous les paysages de France, nous sommes allés chercher, par fidélité, par amitié, les jeunes agriculteurs. Mais 20 ans après, c'est la deuxième génération, puisque à 35 ans, ils partent vers d'autres vies syndicales. Et l'interprofession France Bois-Forêt, parce qu'à eux tous, ils représentent tous ces hommes et ces femmes qui façonnent les paysages. Et nous façonnons un paysage très particulier sur les Champs-Élysées, avec les acteurs qui, eux, le font chaque jour de leur vie. Alors, le coup de pouce
pouce de la semaine. Il va à des musiciens pas comme les autres. Karine Henry et Jean-François Becquet sont partis à la rencontre des luthiers urbains. Vous allez voir que tout est bon pour la musique, même le recyclage. Tôle. Et on l'a nommé, lui, le sèche-note. Il joue du sèche-linge comme d'autres battraient du tambour. C'est juste une libre interprétation des choses. Ce sont nos instruments, dans leur flycase. Sa grande boîte à musique résonne différemment. Lui, c'est Alain. Dans la vie, il est musicien et agitateur d'idées aussi. Il y a 10 ans, l'artiste passe 6 mois dans sa cave à la recherche de nouveaux sons. C'est du tube d'évacuation. Dans les habitations, on évacue l'eau aussi, les eaux usées. Et nous, on a fait des instruments. Alors il découvre qu'avec du rien, on peut faire de tout. La rue devient une source d'inspiration, les encombrants une partition. Les objets trouvent une seconde vie et parfois elle est plus belle qu'avant car leur bruit devient mélodie. Bien avant les Grenelle et Copenhague, on crée à Bagnolet, près de Paris, les ateliers de la lutherie urbaine, une scène dédiée au recyclage musical. Atmosphère particulière. Le moindre grattement s'envisage comme une ritournelle. Une fois par mois, les bricoleurs du dimanche construisent ici leur instrument. Mais regarde, il y a peut-être encore d'autres diamètres là-dedans. Derrière les établis, Benoît leur sert d'homme orchestre. Et justement, Marco a besoin d'aide pour son carillon suspendu. C'est-à-dire que là, je vais mettre la roue de vélo qui va pouvoir tourner et avec les cloches qui pendent. Des fois, c'est assez surprenant ce qui peut sortir. On laisse les gens bricoler, ils avancent tout seuls et puis il y a des choses auxquelles nous, on ne pense pas forcément. C'est rigolo. Comme là, par exemple, là, c'est... L'imaginaire ne manque pas d'air. Ces 10 dernières années, la lutherie urbaine a travaillé avec des musiciens professionnels. Elle a sorti 3 disques et monté plusieurs créations. L'une d'elles les a emmenés à des milliers de kilomètres de Bagnolet, en Afrique du Sud. Tous les instruments insolites ont retenti de Pretoria à Johannesburg. Alors c'est bien vrai, avec du presque rien, on peut aller tellement loin. Alors Gadveil, un commentaire, cette démarche artistique-là, forcément, elle doit vous intéresser. Ah oui, non seulement elle m'intéresse, mais j'adore les gens qui cherchent. Les gens qui cherchent et dont la recherche les fait voyager. Ce garçon et l'équipe qui est avec lui, non seulement ils ont cherché à inventer, à réinventer, à s'approprier, à transformer en objet artistique, en création artistique, un objet du quotidien, la recherche même de musicalité dans le sèche-note, je trouve ça formidable, avec le sèche-linge, demain ou ce soir, en rentrant à la maison, j'irai voir le sèche-linge, je le regarderai autrement. Il va me faire rêver, parce qu'il va me dire, tiens, il y a un gars qui est capable d'en faire quelque chose de magique, un instrument de musique, c'est extraordinaire. Alors justement, moi je voudrais savoir si l'art, puisqu'on parle recyclage au travers des luthiers urbains, on parle un peu écologie à travers votre projet, l'art peut-il être un vecteur du développement durable? Doit-il d'ailleurs être un vecteur du développement durable? Mais c'est même sa fonction première. L'art, c'est pas une fin en soi. On n'écrit pas, on ne peint pas, on ne fait pas des mises en scène dans la rue par nombrilisme. Ou alors, on se regarde dans son miroir et on s'aime beaucoup, et puis très bien, on va vivre sur son île déserte. L'art, ou en tout cas les créateurs, s'ils ne sont pas dans le doute, dans la recherche, et ensuite dans la conviction et dans la ferveur pour transmettre ce à quoi ils croient, leur vision du monde, le témoignage qu'ils ont à dire ou à raconter de ce qui se passe dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, à quoi servent-ils? L'art ne peut être que l'expression de quelqu'un qui raconte au monde, qui raconte à ceux avec qui ils ont envie de partager, en tout cas avec ceux qui veulent bien le partager avec lui, le point de vue qu'ils ont à ce moment-là dans la vie. Personne ne vit tout seul. On va tous mettre nos enfants à l'école, on va tous chez le boucher, on achète tous des produits, on a des voitures ou des vélos, on est des citoyens, on est des consommateurs et on a, j'espère, une petite conscience. L'artiste ou le créateur, il transforme ça en une œuvre qu'il propose
au public qui ensuite se l'approprie ou pas. Alors, les stars, elles, sont dans la ligne de mire de Franz Vaillant. Je ne parle pas des artistes, je parle des stars. Dans son coup de gueule, Franz dénonce ceux qui prônent le « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Les recommandations écolo de certaines stars ont de quoi faire sourire ou grincer des dents. Ainsi Sheryl Crow, la blonde rockeuse aux 30 millions d'albums vendus. Elle propose de limiter à 1 feuille par personne la consommation de papier toilette. Sauf, précise-t-elle, pour les grosses commissions, où 2 ou 3 feuilles sont requises. Merci Sheryl. Pas un mot sur les 13 véhicules polluants qui accompagnent chacune de ces tournées. John Travolta s'engage lui aussi contre le réchauffement climatique. Il donne des conférences de presse à ce sujet. Mais il ne dit rien sur ces 5 avions privés, dont un Boeing 707, des appareils qui produisent au moins 800 tonnes de carbone chaque année. Idem pour Tom Cruise, heureux possesseur d'une flottille de 5 avions. Harrison Ford, lui, question engagement, c'est du velu. Quelle audace, quel courage. Pour illustrer les effets de la déforestation, il s'est rasé les poils du torse. L'acteur possède un jet, 4 avions à hélice et un hélicoptère, de quoi défriser plus d'un écolo. C'est donc le festival des faux culs, la farandole des hypocrites. Une main sur le cœur et l'autre sur le portefeuille, un violoncelle dans la voix et la carrière comme seul horizon de développement durable. Gadevei, je vous ai surpris, vous avez ri franchement. Vous avez ri franchement. Votre réaction? Oui. Bah, c'est tout à fait ridicule. Ridicule, évidemment. C'est vraiment tellement ancien. Les gens qui se sentent obligés d'adopter des postures, qui ne sont faites que des impostures, qui ne racontent rien, qui ne font rien avancer. Sheryl Crow, c'est du dernier ridicule. Enfin, cette histoire est absolument absurde. Du coup, ça devient drôle. Moi, je pense qu'il faut... Votre journaliste a tort de se fâcher. Je pense qu'il faut en faire des gags. Il faut le monter comme un gag. Comme des contre-exemples, par exemple? Non, pas comme un contre-exemple. Juste des petites séquences gags. Ça amuse, c'est drôle. Moi, ça m'a fait sourire. Je suis content d'avoir ri pendant 2-3 minutes. Ça n'a juste aucun sens. C'est assez joliment absurde. Et en ça, c'est agréable et sympathique. Ça ne veut juste rien dire. Mais quand ça ne veut rien dire, est-ce que ça ne devient pas dangereux parfois? Mais non, parce qu'il n'y a pas un habitant sur la Terre qui peut penser que Sheryl Crow, nous parlant des papiers WC, a la moindre chose intéressante à raconter. Elle chante très bien, elle a une voix magnifique, on adore l'écouter chanter, ça nous suffit. Une chanteuse qui chante, c'est parfait. Qu'elle aille nous parler de papier WC, voilà, je trouve ça juste légèrement ridicule. Sympathique, hein, je trouve ça sympathique, parce que ça me fait rire. Et je pense que ça fait rire le public. Mais pourtant, il y a des artistes, des vedettes, des stars qui s'engagent et qui ont des propositions plutôt fortes. Là, c'est autre chose. Le fait qu'on soit une vedette, une star ou pas, on peut avoir un militantisme. Quand il est construit dans la durée, quand il est corroboré par un travail, par des papiers publiés, ou par un propos qui a du sens, ou en tout cas qui a été argumenté, ça devient autre chose. Quel qu'on soit star ou pas, on a le droit d'être militant. Bob Geldof, quand il fait des concerts, j'ai eu la chance de travailler avec un des concerts à Versailles, quand Bob Geldof lance les grands concerts pour diminuer la dette de l'Afrique, c'est un travail de longue haleine. Ça fait pas 3 semaines, ça fait 25 ans qu'il milite dans ce sens. Dans ce sens-là, oui, quand Zinedine Zidane travaille pour Ella, quand Yannick Noah travaille pour les Enfants de la Terre, c'est de longue haleine. Moi, je crois que la seule mesure de l'engagement de telle ou telle personnalité se mesure si 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, elle est fidèle à son engagement. Ça fait toute la différence. Alors, on va passer à toute autre chose. Vous le saviez peut-être pas, que les plantes, les arbres, ce n'est pas que pour faire joli. Dans notre rubrique Éco-Gestes, nos confrères de Télé-Québec vont vous apprendre pourquoi un peu de vert dans les villes, c'est aussi très utile. Dans une grande ville, la température est souvent plus élevée qu'à la campagne. Les surfaces dures qui recouvrent les routes et les immeubles sont en grande partie responsables de ce phénomène. En absorbant les rayons du soleil, les briques, l'asphalte et le béton créent des îlots de chaleur urbains où la température peut être de 5 à 10 degrés plus chaude qu'ailleurs. Vous pouvez contribuer à abaisser la température de votre quartier en plantant des végétaux. Pensez aux plantes grimpantes. Les façades de maisons recouvertes de vignes ou de lierres sont très efficaces pour atténuer les effets négatifs du climat. Vous pouvez aussi installer des jardinières et des plantes en pot pour rendre votre environnement moins étouffant. Transformez votre terrasse ou votre jardin en un véritable oasis de verdure. C'est une façon peu chère et décorative d'améliorer la qualité de vie dans votre ville.
Alors Gadveil, vous aviez conscience de l'importance des plantes en ville? Ah oui, mais bien entendu. Alors ça, c'est un débat qui, depuis 2 ans que je travaille sur Nature Capitale, que je commence à bien connaître pour avoir lu beaucoup, écouté beaucoup. Il y a des mouvements d'ailleurs à New York sur, y compris de l'agriculture urbaine, et je crois qu'il y a une proportion très importante dans le monde, à l'échelle mondiale, d'agriculture urbaine qui est en train de se développer. Ça renvoie à tout ce débat du rapport de l'homme à la nature et de la place de la nature dans la ville. Moi, je trouve que le musée des Arts Premiers est une magnifique aventure architecturale avec ses murs de plantes. Et Nature Capitale dit ça. Nature Capitale dit la place de la nature dans la ville, quelle est-elle? Où est-ce qu'on la veut? Comment la veut-on? De quelle manière la faire vivre? Comment montrer à nos enfants la saisonnalité? Le fait que, ben oui, un arbre perd ses feuilles à l'automne et repousse au printemps, et que les bourgeons reviennent au printemps. Mais ce rapport-là, cette éducation-là, cette transmission-là, elle doit se faire par des choses in situ. Et donc, oui, je suis pour qu'il y ait un maximum de petits champs, d'interstices floraux, végétaux, agricoles, forestiers dans les villes. Alors, entre-temps, ce ne sera pas un petit îlot qui aura au cœur de Paris à partir du 22 mai prochain. On va regarder les images d'une projection de ce que ça devrait donner quand tout sera installé. C'est impressionnant. C'est démesuré. Franchement, c'est démesuré. Ça coûte combien une opération comme ça? Soyons tout à fait précis, ça coûte 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Il n'y a pas de subvention publique. Il n'y a pas de subvention ni de l'État ni de la ville. Il y a pour 2/3 des partenaires, des entreprises qui se sont associés à nous, qui nous aident, qui nous soutiennent, qui croient que le projet porte suffisamment de valeur pour être venu la conforter, lui donner une viabilité économique. Et pour 1/3, on a pris une option très particulière de dire aux gens, vous allez pouvoir acquérir des petits morceaux de Nature Capitale, des fragments, des éclats, et avec ces petits morceaux de Nature Capitale, vous allez pouvoir les ramener chez vous, sur votre terrasse, dans votre cour. Ça va coûter combien ça? Ça coûte pour les plus petits, je crois 14 €, et pour les grands, les très grands, quelques centaines d'euros. Mais là, on parle déjà d'un arbre de 10 mètres ou d'une parcelle qui pèse 300 kg. Ça veut dire que je peux moi, aller sur le site internet, et puis, sur le site internet, naturecapital.com, et devenir, on appelait ça les essaimeurs. Parce que essaimer, c'est aussi semer et c'est s'aimer. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que, et ce qui va dans le sens de ce que nous espérons, c'est que le ministère du Budget a accordé aux acquéreurs, aux essaimeurs, entreprises comme particuliers, qui achèteront des morceaux, ces éclats ou ces fragments de Nature Capitale, et qui les offriront à des lieux collectifs, à des écoles, à des associations, à des quartiers difficiles, à des collectivités locales, la défiscalisation du mécénat culturel. Ah d'accord, on peut baisser ses impôts en achetant un bout de On Nature peut baisser Capitale. à condition de l'offrir à un lieu collectif. Et moi, j'espère que demain, dans beaucoup d'écoles de France et de villages, des villes, de banlieues et de quartiers difficiles de France, des entreprises et des particuliers vont acheter des morceaux de Nature Capitale pour les offrir. Parce qu'à la rentrée de septembre, quand les enfants verront que le blé a séché, qu'ils vont pouvoir ramasser des morceaux, des petits brins de blé pour les offrir à leur mère, mais qu'ensuite, avec le maître d'école ou la maîtresse, ils vont pouvoir planter des fleurs, planter des fraises, ils vont voir la vie de la nature et être responsables d'un petit champ de culture pendant 1 an. Alors, la biodiversité, l'agriculture, c'est aussi le sujet de notre feuilleton du moment. Je vous rappelle que nous suivons un couple de chercheurs, Claude et Lydia Bourguignon, des biologistes du sol qui militent pour une agriculture naturelle, une agriculture qui respecte la terre. Et vous allez voir qu'ils ne laissent rien au hasard quand il s'agit de conseiller leurs clients, les médecins de la terre. 2e épisode, c'est maintenant. La vie du sol, elle ne sert pas à faire de la quantité, elle sert à faire de la qualité. C'est toute la différence qu'il y a entre une agriculture intensive et polluante et une agriculture de qualité respectueuse de l'environnement. Nous, notre but, en finalité, c'est d'amener à ce que l'agriculteur n'utilise plus de produits de synthèse et fasse une agriculture biologique. Nous sommes à Fontaine, dans le département du Doubs. Spectacle inhabituel pour ces vaches. Elles semblent attendre l'expertise de Lydia et Claude. Vous n'avez pas assez de calcaire. Il s'agit ni plus ni moins que de la qualité de leur terroir. Bah oui, là on voit, il y a même carrément une graine qui est au fond, qui est en train de... Mais le principal intéressé, c'est Franck. Alors, je suis éleveur bovin, lait et allaitant. La partie laitière est transformée en comté. Le comté est un produit de terroir qui est assis sur un sol.
Donc je voulais valoriser le sol de mon exploitation, pouvoir perfectionner mon système depuis le sol jusqu'au fromage. Un fromage de bonne qualité, ça se mérite. Et on a besoin de tout savoir. Toujours, vous l'avez toujours vu en prairie. Et d'habitude, je mets le fumier à l'automne. Oui, bah oui, de Mais 18. c'est cette année, j'avais pas fait ça fois. depuis. Qu'une fois Ah, cette qu'une fois, année, voilà. oui. Donc vous faites du 100 kg hectare, c'est ça? Voilà. Non, mais moi je vais le mettre comme ça pour moi. Et ça continue par différents tests et prélèvements, allant du sous-sol à la surface. Inhabituel de trouver de l'herbe aussi sèche au mois d'avril. Vous avez déjà fait des analyses de votre sol? Là, c'est deux espèces différentes, c'est pas les mêmes. On regarde, ben, vous avez une ébullition. Tiens, on a du manganèse. Le ver de terre, il déteste le soleil, regarde. Si votre matière organique ne fonctionnait pas, on n'aurait rien du tout. Regarde-le. Eh bien, ça veut dire que la terre de ton papa, il y a plein d'animaux dedans. Donc là, c'est un sol, ce qu'on a dit tout à l'heure, il est plein de galeries, il y a énormément de vers de terre, donc il y a des racines qui vont jusqu'en bas, donc c'est un sol qui est très oxygéné. Bon, donc on revient, a priori, c'est pas un sol qui a beaucoup de problèmes. Là, vous avez le bon équilibre, là. Vous avez du pissenlit, vous avez les pissenlits, elles aiment ça. Hein. Parce qu'après, c'est super bon. Alors comment vous les trouvez, les deux scientifiques? Pas scientifique. C'est pas des scientifiques? Oh ben, je les trouve pas scientifiques. Voilà, je les trouve des gens paysans, proches de ce qui vit sur la terre, dans la terre, et de ce qui se fait en réalité, de ce qu'on travaille. Les scientifiques de laboratoire, puis qui ne voient pas le soleil, puis pas la lumière, non, je ne sens pas comme ça. Voilà. L'expertise est presque terminée, mais une visite des bâtiments s'impose car parfois elle peut révéler certaines choses. Oh là là, oui. Oh, vous êtes belle, hein. Vous êtes superbe, hein, Toi, ma mémère, hein. Parfois, le problème, il n'est pas forcément le sol, ça peut être les bâtiments en élevage. C'est qu'on peut avoir un sol en bon état, qui marche bien, puis des bêtes qui ne sont pas bien, puis on se rend compte que c'est le bâtiment qui est responsable, c'est pas le sol. Donc on a besoin de le savoir. C'est pour ça qu'on termine toujours en regardant les bâtiments. Ils vous disent ce qu'ils pensent de vous, de votre fromage. Et la conscience professionnelle du couple a des bons côtés. On est Bon appétit. 0,5% de population, on est reconnu. Voilà les médecins de la Terre, un feuilleton signé Paul Albertini. 3e épisode la semaine prochaine. Gadveil, cet aspect de l'agriculture, il sera présent à la Nature Capitale? Il est présent par la présence même de la vie agricole, qui est presque les deux tiers de notre scénographie. Il est aussi présent par l'agora, les débats qui se passent autour. Dès le jeudi 20 après-midi, on a un débat sur à qui appartient la nature. Moi, j'ai tout entendu depuis 2 ans que je travaille sur Nature Capitale. J'ai tout entendu des débats complexes entre le monde agricole qui serait d'un côté, le monde des associations environnementales, etc., écologistes qui sera d'un autre. Pour moi, tout ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de côté. Il y a une réflexion commune. Et je trouve ce reportage formidable parce que est particulièrement intéressant. Ce qu'a dit l'agriculteur. Il dit ce ne sont pas des scientifiques. Ça veut dire, dans sa bouche, je pense, ils sont sympathiques. Ils sont venus sur le terrain, sur mon terrain, là où je travaille tous les jours. Et là, on commence à parler entre gens de terrain. Eux, ce sont des biologistes, moi je suis agriculteur, mais on est sur le terrain ensemble. Ça fait toute la différence. Moi, je pense qu'il faut retrouver des lieux de débat qui sont celui des gens de terrain, des gens qui veulent travailler pour améliorer les choses. Pas de condamnation, pas de culpabilisation, pas d'ostracisme, pas d'invective, pas de vérité toute dite des côtés ni de l'autre, mais l'envie qu'on a tous d'amélioration d'une société nouvelle qui se réinvente, qui réinvente son agriculture, mais aussi avec le souci que ce monde-là vive socialement et économiquement dignement. Pour la séquence coup d'œil, un peu d'humour absurde ou comment égratigner en images une certaine forme d'intégrisme vert. Regardez. J'ai trouvé une façon radicale d'économiser l'eau de la planète. J'économise l'eau. Alors ma voiture, je la lave avec pas d'eau. Et mon poisson, il a pas d'eau. Et ma plante, elle a pas d'eau. Si tu n'utilises pas d'eau, tu l'économises. Et n'oublie pas de jeter cette bouteille dans la poubelle prévue à cet effet. C'est compris, les enfants? Si tu veux vraiment agir pour la planète, tu ferais mieux de lire Debout les terriens. Ça vous fait rire, ça aussi, Gadveil? Oui, c'est pas mal, parce que comme tout élément humain, comme toute norme humaine, il y a des jusqu'au-boutistes qui prennent des positions comme ça, très dures, très fortes, qui eux non plus ne veulent rien dire, parce que ça ne concerne qu'eux.
Le monde réel, il a besoin de débat, il a besoin de dialogue, il a besoin de concertation, il a besoin de compromis. Personne n'invente tout seul. Le compromis est une chose nécessaire entre les hommes. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission et avant de se quitter, je vais vous donner 40 secondes pour que vous nous donniez votre coup de pouce pour la planète à vous. Attention, top chrono. Mon coup de pouce, il est tout simple. Il est soyez raisonnable en toute chose. Posez-vous des questions. Est-ce que ce que je fais chaque jour, je pense que c'est du simple bon sens, bien pour moi, bien pour mes enfants, bien pour les autres. Et par ailleurs, venez rêver. Venez vous émerveiller, venez amener vos enfants, qu'on fête ensemble cette nature, ce bien commun, le 23 et le 24 mai sur les Champs-Élysées, parce que j'espère que ce sera un temps de poésie et un temps de tendresse collective. Vous nous rendez avec 15 secondes d'avance. Merci Gad Veil, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous l'avez dit, la Nature Capitale sur les Champs-Élysées à Paris, c'est les 22, 23 et 24 mai prochains. Au revoir Gad Veil. Au revoir. Et n'oubliez pas, vos coups de gueule pour la planète, vos coups de cœur, vos éco-gestes nous intéressent. Exprimez-vous sur notre site internet, l'adresse www.tv5monde.com/c2p. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre communauté Facebook. À la semaine prochaine, nous recevrons l'explorateur et aventurier Jean-Louis Etienne. Excellente suite de programmes sur la chaîne francophone.